Joseph Hoffman, à Greentown, c'était un peu l'original de la ville. Il passait son temps à inventer des choses nouvelles, des choses utiles, ou pas. Et puis là, récemment, il s'était mis en tête d'inventer une machine nouvelle, la machine à bonheur. Et ça lui prenait toute son énergie. Il était focalisé sur la machine à bonheur. Il avait demandé à Lena, sa femme, Lena Hoffman, mais dis donc, pour toi c'est quoi le bonheur? Alors elle lui avait répondu, je sais pas si tu veux la définition du dictionnaire, prends un dictionnaire, mais moi le bonheur, tu sais, j'ai tellement à faire, il faut que j'emmène les enfants à l'école, que j'aille les rechercher, que je les ramène à la maison, que je les fasse manger, que je prépare à manger, que je fasse les courses, que je m'occupe du linge, que je range le linge, que je répare ce qui est cassé. Alors si tu veux, le bonheur, j'ai pas trop le temps de penser à ça. Tu comprends? Joseph Hoffman avait dit oui, mais c'était peut-être pas oui. Alors, c'était l'été, tous les soirs il sortait, il allait à la pêche au bonheur. Il allait par les rues de Greentown, les gens parfois mangeaient à l'extérieur ou parfois avaient fini de manger. Et puis, une fois qu'ils avaient fini de manger, ils se mettaient là sous l'appentis, là où il y a les deux chaises à bascule, comme devant toute maison américaine. Et puis, Joseph Hoffman écoutait ce qui se disait. Quelqu'un par exemple disait, vous avez vu aujourd'hui, vers 5h, 5h30, le vent s'est mis à souffler. Oh, quel bonheur. Ça nous a un peu rafraîchis, n'est-ce pas? Alors, il gardait ça en tête. Parfois, c'était autre chose, c'était, vous savez, à midi, ma femme a préparé quelque chose d'extraordinaire. C'était un pur régal, un pur bonheur. Et il gardait ça. Et tous ces petits bonheurs, eh bien, il les mettait en mémoire, il les gardait. Et quand il a eu suffisamment de petits bonheurs à mettre comme ça dans sa machine à bonheur, il s'est penché sur la réalisation de sa machine à bonheur. Il s'est installé là dans l'appentis, devant la maison. Et on a entendu des coups de marteau, on a entendu toutes sortes de bruits plus bizarres les uns que les autres. Et puis à un moment, il s'est dit, cette machine à bonheur, il faut qu'elle soit orange. Alors il est allé chercher de la peinture orange et il a peint sa machine à bonheur en orange. Et puis voilà qu'un beau jour, il a dit à la cantonade, il a dit à la famille, un peu en retard parce que quand sa femme lui disait c'est prêt, il disait oui, j'arrive. Mais en fait, il n'arrivait jamais, si bien qu'il mangeait toujours le dernier, toujours tout seul, toujours froid. Et voilà que là, il a annoncé à toute la famille que la machine à bonheur était prête, que dès le lendemain, il la mettrait en route. Et puis, il est allé se coucher. Au milieu de la nuit, il a été réveillé par des pleurs. Il s'est levé, il est allé en direction des pleurs. C'était son fils Saul, l'aîné, qui pleurait. À moitié réveillé, à moitié endormi, c'était lui qui pleurait. Alors il s'est approché du lit de Saul. Il lui a dit, qu'y a-t-il mon fils? Tu t'es fait mal? Tu as mal quelque part? Il y a quelque chose qui ne va pas? Saul l'a regardé, à moitié réveillé, à moitié endormi, mais il n'a rien répondu. C'est là que Joseph a remarqué que la fenêtre était ouverte. Il a regardé par la fenêtre ouverte et il a vu que la porte de l'appentis était ouverte. Alors il est descendu le plus vite possible jusqu'à l'appentis, il est rentré dans l'appentis, il a touché sa machine à bonheur, elle était brûlante. Il est remonté,
Quand il est arrivé dans la chambre de Saul, Saul s'était endormi, il respirait paisiblement. Mais on voyait que sur son visage, les larmes avaient laissé des sillons. Le lendemain, lorsqu'il s'est enfin réveillé, la maison bruissait d'agitation. Il est descendu pour le petit déjeuner, comme à l'accoutumée, espérant sentir l'odeur du café, mais pas d'odeur de café. Espérant sentir l'odeur du lard grillé avec les œufs jetés par-dessus, mais pas d'odeur de lard grillé, pas d'odeur d'œufs jetés par-dessus. Là, dans la cuisine, il a aperçu Léna, habillée comme pour le dimanche, pour la messe, avec toute une série de valises et les enfants alignés derrière, endimanchés. Mais, Léna, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, monsieur mon mari, j'en ai assez. Il se passe que je suis toute seule à emmener les enfants à l'école, que je suis toute seule à aller les en rechercher, que je suis toute seule à les faire manger, à préparer à manger, que je suis toute seule à faire les courses, toute seule à m'occuper du linge, m'occuper de cette maison. Tandis que toi, monsieur mon mari, tu es là perdu dans tes rêves à faire ta machine à bonheur. Il se trouve, monsieur mon mari, que j'en ai assez et que je m'en vais. Pendant toutes ces années où ils avaient été mariés, jamais il n'y avait eu la moindre dispute. Et voilà que Léna s'en allait avec les enfants. Il lui a dit, mais attends, est-ce que ma machine à bonheur est prête? Il faudrait que tu l'essayes. Je t'en prie, essaye ma machine à bonheur. Léna a dit non, je ne veux pas essayer ta machine à bonheur. Mais les enfants, eux, ont insisté. Ils ont dit, allez maman, allez. Ils lui ont pris la valise des mains, celle qu'elle avait déjà empoignée, et puis ils l'ont emmenée dehors jusqu'à l'appentis. Ils ont ouvert la porte de l'appentis. Joseph a ouvert la porte de la machine à bonheur. Il a dit, vas-y, prends place, tu verras. Un peu malgré elle, Léna Hoffmann s'est assise dans la machine à bonheur. Joseph lui a montré sur quel bouton appuyer une fois que la porte serait refermée, et puis il a poussé la porte. On a entendu le déclic de la serrure, et puis Léna a appuyé sur le bouton. Ils sont tous restés là à guetter ce qui se passait. Au début, rien, juste le bruit de cette machine à bonheur qui chauffait un peu. Et puis en se rapprochant, ils ont entendu des rires. Léna, à l'intérieur, était en train de rire. Et elle parlait. Oh mon Dieu, oh comme c'est beau. Mais c'est merveilleux. Jamais j'aurais imaginé. Et puis alors cette ville, j'en avais entendu parler, mais cette ville, et cette autre ville. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien eu. Quand Joseph a approché son oreille de la machine à bonheur, il a entendu à l'intérieur Léna qui pleurait, Léna qui sanglotait. Alors il a dit, mais il faut la faire sortir de là, il faut vite. Alors il a ouvert la porte. Léna était là, assise sur son siège. La machine était arrêtée, mais elle pleurait. Elle sanglotait même. Mais qu'est-ce qu'il y a, Léna? Il y a quelque chose là qui s'est mal passé, quelque chose qui t'a blessé? Non, monsieur mon mari. Non. Joseph Hoffmann, l'inventeur des machines, si utile, l'inventeur de la machine à bonheur. Il se trouve, monsieur mon mari, que tu as oublié quelque chose. Comment ça, j'ai oublié quelque chose? Oui, tu as oublié quelque chose. Lorsque j'étais là au tout début dans la machine à bonheur, j'ai vu ce coucher de soleil merveilleux que tu y as mis. J'ai vu l'océan et ses vagues que je n'ai jamais vues en vrai.
J'ai vu aussi Paris. J'en avais entendu parler de Paris, mais j'avais jamais vu, je pensais jamais y aller. Et j'ai vu Paris, la Seine, Notre-Dame, la Tour Eiffel. Quelle ville merveilleuse. J'ai vu Rome aussi, le Colisée. Des villes absolument somptueuses. Mais tu as oublié quelque chose, monsieur mon mari. Comment ça, j'ai oublié quelque chose? Oui. Tu as oublié qu'à un moment, même si ce qu'on voit dans ta machine à bonheur est absolument merveilleux, à un moment, il faudra sortir de ta machine à bonheur. Et alors j'ai réalisé que jamais pour de vrai j'irai à Paris. Que jamais je n'irai en réalité à Rome. Et puis, ce coucher de soleil qui dure. Tu as oublié, monsieur mon mari, qu'un coucher de soleil n'est beau que parce qu'il ne dure pas. Un coucher de soleil n'est beau que parce que hier il y avait des nuages et qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Et qu'aujourd'hui nous pourrons voir un beau coucher de soleil. Tu as oublié que un coucher de soleil, il se prépare. Et puis à un moment, il disparaît. Ce n'est pas ce qui se passe avec ta machine à bonheur. Joseph Hoffman a regardé sa femme en hochant la tête. Elle est sortie de la machine à bonheur. Elle empoignait ses valises et elle a dit aux enfants, allez les enfants, on rentre, prenez vos valises. Et ils sont tous rentrés dans la maison. Pendant ce temps-là, Joseph Hoffman était là près de sa machine. Il a posé la main dessus. Elle était terriblement chaude. Tellement chaude que, à un moment, Douglas Spaulding, le petit voisin, qui était là avec Tom, son frère, et son grand-père Spaulding, a dit mais la machine est brûlante, et puis il y a de la fumée, et puis il y a des flammes. Et effectivement, la machine à bonheur était en train de prendre feu. Alors, grand-père Spaulding a dit mais il faut appeler les pompiers. Joseph Hoffman a mis la main sur le bras de grand-père Spaulding. Il lui a dit « Attendez avant d'appeler les pompiers. » Les flammes ont pris de l'importance. Elles ont commencé à envahir toute la machine, puis à atteindre le plafond de l'appentis. Ils sont sortis au milieu de la fumée, ils se sont reculés, et puis ils ont contemplé les flammes détruire la machine à bonheur et détruire l'appentis. Et quand il n'est rien resté que des cendres et des braises, Joseph Hoffman a dit à grand-père Spaulding, maintenant c'est le temps d'appeler les pompiers. Les pompiers sont arrivés, ils ont éteint les dernières braises. Pendant ce temps-là, Joseph Hoffman a entraîné Douglas, Tom et grand-père Spaulding sous le haut vent, cette terrasse abritée sur laquelle il y a, comme devant toute maison américaine. Il leur a dit, la machine à bonheur, oui, mais le bonheur, regardez, il est là. Ils ont regardé à travers la fenêtre, ils ont vu Léna en train de préparer à manger, 2 enfants jouer aux échecs dans un coin, un autre lire un livre qu'il avait sans doute commencé depuis longtemps, la grande fille aider la maman. Le bonheur est là. Au revoir, messieurs. Il a laissé là grand-père Spaulding, Douglas Spaulding et Tom Spaulding devant la fenêtre. Il est rentré à l'intérieur. Les 3 là l'ont vu empoigner un torchon, essuyer un brin de vaisselle qui était là sous la crédence. Et puis ils ont vu toute la famille s'installer à table, ils ont vu Joseph Hoffman
au bout de la table. Et Joseph Hoffmann, pour la première fois depuis longtemps, à manger en compagnie et à manger chaud.